La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Démocratos. Démocratos, une fenêtre ouverte sur les questions démocratiques. Démocratos, c'est tous les mardis en 15 à partir de 15h05 sur Radio de la Paix. Rediffusion les samedis à 14h. Présentation Ben Diakité. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute des programmes de la Radio de la Paix. Vous êtes à l'émission Démocratos. Dans le cadre de cette émission aujourd'hui, je reçois Monsieur Arsène Néné. Il est le président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Avec lui, nous allons débattre du sujet pouvoir législatif et démocratie. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, comment s'est passée votre semaine? Ma semaine s'est bien passée. Elle se passe comme toutes les semaines habituelles. Nous avons continué à faire les fonctions qui sont les nôtres, à savoir contribuer à former les étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, nous allons vous proposer la biographie de notre invité de ce jour. Il s'agit donc de Arsène Néné. Il est le président de l'APDH, par ailleurs enseignant à l'université Alassane Ouattara. Présentation de l'invité. Docteur Arsène Désiré Nénébi est enseignant, chercheur en droit public à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est le président de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. Titulaire d'un doctorat en droit international public et d'un master professionnel en droit de l'homme, Docteur Arsène Désiré Nénébi est lauréat du programme IVLP du département d'État américain portant sur l'état de droit et le système judiciaire américain. Participation aux discussions portant sur la réforme de la commission électorale indépendante en qualité de membre du comité de haut niveau mis en place par le gouvernement. Participation en qualité d'invité spécial à la plateforme des défenseurs des droits de l'homme du monde à Dublin en octobre 2019. Participation à la pré-session de l'examen périodique universel au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Écrivain engagé, Dr Arsène Désiré Nénébi a publié notamment 2 livres. Un recueil de poèmes intitulé Misère et Espoir, Voici ma mélodie, publié en 2018 aux éditions Edilivre à Paris. Le second ouvrage, publié aux éditions ABC à Abidjan en 2020, est un ouvrage d'éducation citoyenne intitulé Manuel d'instruction électorale pour l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Dr Arsène Désiré Nénébi est également chargé de cours à l'École nationale d'administration ENA à Abidjan. Président Arsène Néné, je me rends compte dans la présentation faite de vous par notre collègue Bénédicte Tarcro qu'il y a 2 éléments essentiels qui transparaissent à mes yeux. C'est le fait que vous publiez beaucoup et deuxièmement, vous dispensez des cours. À quel besoin répondent ces 2 activités? Ces 2 activités participent pour nous à rendre effectif l'engagement que nous nous sommes assignés, à savoir contribuer à l'éducation, à la formation de la jeunesse ivoirienne. Alors, je rappelle que le thème de notre rencontre de ce jour est pouvoir législatif et démocratie. Nous avons interrogé les populations du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, principalement les populations installées à Odiné, pour voir ce qu'elles pensent, ces populations, bien entendu, de ce que c'est que le pouvoir législatif. Vox Pop. Yacouba Diomandé, l'Assemblée nationale, c'est les représentants du peuple. Ils ont été élus par le peuple. C'est dans le but de transmettre les besoins du peuple aux ayants droit. J'ai comme l'impression que nos membres de l'Assemblée ont failli à leur tâche. Ils ne jouent pas effectivement le rôle pour lequel ils ont été élus. Depuis leurs élections à l'Assemblée nationale, aucun élu, député bien sûr, n'est venu à la base pour nous faire le retour de toutes les réunions qui se tiennent au niveau de l'Assemblée, notamment les lois qui sont votées. Est-ce que les lois votées sied avec la population? Est-ce que les lois votées sont conformes à la vie de la population? Aucun retour. Bon, moi ce que j'attends des députés, avant de voter des lois, il faut qu'ils reviennent à la base, s'entretenir avec la population. Voilà, on projette voter telle ou telle loi. Est-ce que ça vous sied? C'est à la population de répondre, oui ou non. C'est à partir de là que les députés prendront des décisions. Kane Adama, moi mon attente au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que nos députés, ils sont généralement beaucoup bureaucrates. Ils restent au bureau ou du moins après les élections, ils disparaissent. Je leur demande de venir croiser les populations qui les ont votées pour leur expliquer, leur donner les lois d'abord et puis leur expliquer ces lois-là et puis attendre les réactions vis-à-vis de ces lois et les analyser avant d'aller vers l'Assemblée nationale
pour la promulgation de ces lois-là. Nos attentes, il faut dire qu'il y a des lois qui sont en train d'être validées au niveau de l'Assemblée nationale sans l'avis de nous, les populations. Vraiment, je ne suis pas content de cela. Et surtout la loi sur le retrait des permis de conduite après un accident de circulation. Un accident peut survenir au niveau de n'importe qui. Je sais qu'il y a l'inconscience et l'immaturité de certains conducteurs et aussi la vitesse, mais ce n'est pas seulement les causes des accidents. Donc retirer un permis de conduire à un conducteur, c'est un peu trop grave. Et donc qu'on aille chercher le problème réel des accidents où ça se trouve. C'est M. Fofana. L'Assemblée nationale, pour moi, représente l'un des pouvoirs parmi les 3 pouvoirs que nous avons. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Bon, c'est ceux-là même qui sont chargés d'élaborer les lois au nom de la population, en prenant en compte les besoins concernant la population. J'aimerais que les députés soient quelque peu proches de la population, qu'ils ne restent pas toujours à Abidjan, qu'ils soient parfois dans les grains. Dans l'ensemble, la plupart des députés en Côte d'Ivoire logent à Abidjan. Voilà, bon, pour moi, c'est un peu lointain. L'Ivoirien est naturellement polygame. Je voudrais par exemple qu'il y ait une certaine ouverture dans ce sens, qu'on permette par exemple que l'Ivoirien ait à choisir entre la monogamie et la polygamie. Diabaté Sekou dirait que le Parlement ivoirien, en fonction des textes, on n'a rien à reprocher. Mais la réalité, c'est quoi? C'est le choix des parlementaires à la base. Il se trouve que jusque-là, moi j'ai l'impression que le choix se fait en fonction des clans. Les clans qui sont dans nos régions, qui sont puissants, ils arrivent à imposer des candidats sans associer les autres membres de la région au choix même du candidat. De sorte que ceux qui n'ont pas été choisis par la base, comment voulez-vous qu'ils viennent les rendre compte à la base? Je ne connais aucun député dans le district de Denguele ici aujourd'hui qui, après les réunions de l'Assemblée, ou bien quelle que soit la réunion importante tenue à Abidjan, qui vient pour rentrer en contact avec la population et puis l'informer. Ça ne se fait pas. Ils savent qu'ils n'ont pas été choisis à la base par nous, peuple de la base, donc ils s'en fichent. Pour remplacer un sénateur, 4 candidats. Oui, ça dénote de quoi? De la manière dont les gars décident. Il serait intéressant qu'on considère la base comme étant le sous-bassement des élus à l'Assemblée. Des primaires réelles, organisées, conformément au texte du parti. Madame Touré Adjarima, j'attends des députés de Côte d'Ivoire de façon générale une vision claire et réaliste. Et j'attends également qu'ils légifèrent sur des problématiques qui fassent avancer le genre en Côte d'Ivoire. Parce que vous l'aurez constaté, à l'annonce des dépôts de candidatures, il n'y avait pas assez de candidatures féminines. Et j'attends des lois qui encouragent l'émancipation de la femme, le développement de la femme, parce qu'aujourd'hui, principalement dans le Kabadougou, nous sommes confrontés à pas mal de problématiques liées au genre. Je salue également le progrès qui a été fait. Ces 10 dernières années, les choses ont beaucoup évolué. Nous, en tant que jeunes cadres de l'extérieur, ça nous a motivés à rentrer en Côte d'Ivoire et à prendre notre place dans le développement de notre pays. Je suis Sida Abi, présidente d'une association féminine. Moi, je pense que l'Assemblée nationale est là pour la population. Quand les lois, les décisions sont posées, ils doivent venir vers la population, rentrer jusqu'au fin fond des villages pour qu'ils aient réellement la vie des personnes. Souvent, les lois sont en déphasage avec ce que nous vivons en réalité, nos réalités culturelles. Arsène Néné, vous avez écouté avec nous ces réactions des populations d'Odiéné. Quels commentaires vous faites? Les réactions de ces populations sont des réactions que je partage et que je comprends. Et je vais m'expliquer. Déjà, je note que la quasi-totalité des intervenants ont touché du doigt le fait que les parlementaires ont failli à leur tâche, à leur mission. Ils reprochent également aux parlementaires de rester loin de leur population après leur élection. Sur le premier point, ils ont, de mon point de vue, raison de le dire que les parlementaires ont failli à leur mission. Quand on essaie de faire une historique des lois proposées et votées, on note que depuis 1960, les parlementaires ivoiriens confondus n'ont jamais fait plus de 10 propositions de loi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Sont-ils payés pour seulement lever la main et voter au Parlement? Sont-ils payés pour attendre que les lois proviennent seulement de pouvoir exécutif et que ce soit seulement des projets de loi
Deuxième chose, les populations leur reprochent le fait de ne pas revenir à leur base après le vote des lois. Et les populations ont raison. On est dans un pays où le taux d'analphabétisme est important. Qui plus est, les moyens juridico-politiques qui permettent de publier les lois sont des moyens qui ne permettent pas d'atteindre le maximum de personnes. Aujourd'hui, le moyen connu, c'est le journal officiel. Mais dites-moi, cher Ben, qui parmi nous ici accède facilement à ce journal officiel ? Le journal officiel ne se vend pas au coin des rues. Et pour cela, par exemple, la Côte d'Ivoire pourrait, de mon point de vue, créer un site internet totalement dédié à la publication des lois, de sorte qu'une loi votée est totalement mise en ligne et le citoyen, d'où qu'il soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, peut accéder directement à ces lois-là. Et ça peut nous amener à rendre réelle la maxime selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. Les populations disent également que les lois sont en déphasage avec les réalités culturelles. Sur ce point, par exemple, il vous souviendra que depuis 1981, jusqu'à une récente date, la dot était interdite en Côte d'Ivoire. Et paradoxalement, au mépris de cette interdiction légale, on note que dans le pays, certains présidents de la République, les députés qui eux-mêmes votent la loi, les juges qui eux-mêmes sanctionnent le non-respect de la loi, les enseignants qui eux-mêmes enseignent la loi, et les populations, évidemment, chacun faisait cette pratique de la dot qui était interdite. Et le faisant, les populations montraient quand même leur attachement à leurs coutumes. Or, on sait et on enseigne aux étudiants que les lois doivent être le produit des réalités sociétales. Donc, ils ont raison de dire qu'il y a des lois qui sont en déphasage avec les réalités culturelles. Il faut donc, de mon point de vue, tenir compte de nos réalités culturelles et puis adapter les lois avant de faire des propositions de loi. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, nous allons poser des questions relativement au thème qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit du pouvoir législatif et démocratie. Président Arsène Néné, c'est quoi le pouvoir législatif ? Le pouvoir législatif est un des 3 grands pouvoirs qui puissent exister dans un État démocratique. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, quand on prend la Constitution ivoirienne, en son article 93, il mentionne clairement que le Parlement vote la loi et consent l'impôt. Il contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Donc le pouvoir législatif, sa fonction classique connue, c'est la votation, le vote de la loi, qui passe par des propositions préalables de loi et aussi des projets de loi soumis au Parlement. Mais une des missions du Parlement qui est parfois ignorée, c'est le contrôle de l'action du gouvernement par les parlementaires et également la possibilité pour les parlementaires d'évaluer les politiques publiques en invitant par exemple les ministres selon les dossiers ou la question à l'ordre du jour, à venir rendre compte d'un certain nombre de projets qui ont eu cours dans le cadre de leur département ministériel et qui ont quelconque impact sur la vie de la nation. Deuxièmement, comment se présente l'organisation de ce pouvoir législatif ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir législatif dans notre pays, en Côte d'Ivoire, a été longtemps un pouvoir monocaméral. Il y avait une seule chambre. C'était l'Assemblée nationale de 1960 jusqu'en 2016 avec la nouvelle constitution de 2016. La nouvelle constitution de 2016 va faire en sorte qu'on va quitter le Parlement monocaméral pour intégrer le Parlement bicaméral. C'est-à-dire que désormais, on a 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Quel est le rôle de ces 2 pouvoirs ? Qui fait quoi ? Alors, quand on lit la Constitution, clairement, les 2 ont clairement les mêmes missions, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'article 93 nous dit « Le Parlement vote la loi et consent l'impôt ». Il contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ce qui se passe, c'est qu'en général, dans le fonctionnement du Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale fait un premier vote et après, la même loi passe devant le Sénat et le Sénat fait une seconde lecture de la loi et après, s'il y a lieu, les 2 se réunissent en congrès pour décider du vote définitif de la loi. Est-ce que ce modèle de fonctionnement du Parlement apporte un plus ou bien apporte un moins au pouvoir législatif ?
en termes de pouvoir de contrôle? Alors, de mon point de vue, comme je l'indiquais tout à l'heure, déjà qu'au moment où le Parlement était monocaméral, de 1960 jusqu'à 1995, il y a eu seulement 2 initiatives de loi qui ont émané de ce Parlement-là. Et de 1995 à aujourd'hui, il n'y a pas eu plus de 8 initiatives. Et jusqu'à aujourd'hui, de mon point de vue, je ne vois pas encore la valeur ajoutée de l'existence du Sénat. Parce qu'ils n'ont pas encore prouvé, en termes de propositions de loi, qu'ils sont capables de s'appuyer sur les besoins des populations pour nous sortir des lois. Et ça nous ramène aux mêmes problématiques qui minaient, n'est-ce pas, l'existence du Parlement monocaméral. Cela dit, au-delà même de leur fonction, il y a une bizarrerie juridique sur leur mode de désignation. Les deux ont le même statut, mais en même temps, ils ont des modes de désignation assez particuliers. Les députés, donc l'Assemblée nationale, ils sont tous élus par le peuple. Les sénateurs qui sont donnés comme représentants du peuple, un tiers de ce Sénat est nommé par le président de la République. Ça pose un réel problème par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. Comment le président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif, peut en arriver à désigner une partie des sénateurs qui sont censés parler au nom du peuple? Pour moi, il faut en arriver à faire en sorte que tous les sénateurs, si le Sénat est maintenu, soient désignés dans les mêmes conditions. Et encore, toujours, parmi les sénateurs, la Constitution distingue entre ceux qui sont désignés par le président et les autres. Ceux qui sont désignés par le président, il y a des conditions particulières. On dit que le président doit se fonder sur leurs compétences techniques en matière administrative, juridique et autres. Mais en même temps, les conditionnalités portant sur ceux qui sont élus, ces mêmes conditions techniques tenant à leur capacité à avoir un bagage important en matière juridique et autres, n'est pas de mise. Donc ça, un problème, il faut uniformiser tout cela d'un point de vue. D'accord. Est-ce que ces types de régimes sont les meilleures garanties de la qualité de la démocratie? C'est-à-dire que lorsque on a dans une démocratie l'existence d'un pouvoir exécutif, l'existence d'un pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, est-ce que cela conforte la démocratie? Oui, en principe, lorsque chacun de ces pouvoirs arrive à faire correctement son boulot, son job, il est clair que la démocratie va aller de l'avant. Mais lorsque, dans certains États, le Parlement devient une sorte de chambre d'enregistrement de la politique de l'exécutif, lorsque le pouvoir judiciaire est à la merci de l'exécutif, clairement, la démocratie recule. Mais lorsque l'indépendance de chacun de ces pouvoirs est affirmée et que chacun de ces pouvoirs, chaque jour, essaie de consolider son indépendance, eh bien, la démocratie en sort victorieuse. C'est le lieu de dire qu'il n'appartient pas à un pouvoir d'octroyer l'indépendance à l'autre. Il faut que chacun de ces pouvoirs s'appuie sur la Constitution qui lui confère déjà cette indépendance et la construise elle-même. Alors, c'est quoi un régime parlementaire? Le régime parlementaire est un régime politique fondé sur la collaboration des pouvoirs entre le Parlement et le pouvoir exécutif, à savoir le gouvernement. Dans un régime parlementaire, le Premier ministre est le chef du parti politique qui, à l'issue des élections générales, a réussi à faire élire le plus grand nombre de députés. C'est le cas par exemple pour la Grande-Bretagne, c'est le cas pour l'Australie, c'est le cas pour le Canada et ses provinces. Dans un pays démocratique aussi, il faut préciser que c'est la Constitution qui définit la nature de ce régime-là. Il faut que cela soit précisé dans la Constitution. Et la principale caractéristique de ce régime parlementaire réside dans la nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire. Et le gouvernement devient donc responsable devant la majorité parlementaire et il doit lui remettre sa démission s'il ne dispose plus d'une majorité. Alors, mais quel est l'avantage en termes de gestion de la chose publique de l'instauration d'un tel système de gestion? Peut-être que l'avantage de ce régime parlementaire réside dans la nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire. Et le fait que le gouvernement puisse être responsable devant le Parlement va mener le gouvernement à éviter des politiques ou des actions
qui puisse conduire le pays vers une telle éventualité. Oui, mais Monsieur le Président Arsène Néné, on a vu dans certains pays africains où ces régimes parlementaires étaient institués, on a vu les blocages politiques qu'il y a eu, pour ne pas citer un pays comme le Niger en son temps, c'était vraiment compliqué. C'est ce que j'indiquais, lorsque le Premier ministre n'a plus la majorité, ça devient compliqué. Parce qu'en principe, le fonctionnement du régime parlementaire implique une étroite collaboration entre le gouvernement et les assemblées. Donc les membres du gouvernement, qui le plus souvent sont choisis parmi les parlementaires, ont accès aux assemblées. Et cela, en principe, peut amener le gouvernement à disposer par ailleurs de l'initiative législative et à participer à l'élaboration de la loi. Et compte tenu des risques du blocage dont vous parlez, qui peuvent résulter de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement et de la perte de confiance dans l'une des chambres, un pouvoir de dissolution est reconnu au chef de l'État ou au chef du gouvernement. Le renversement du gouvernement ou la dissolution apparaissent ainsi comme deux mécanismes de régulation qui permettent de surmonter les tensions qui peuvent survenir entre le gouvernement et la majorité. Le mot-clé. Alors, nous allons aborder la 4e partie de notre émission. Il s'agit du mot-clé. Dans le cadre de cette rubrique, nous allons vous demander, Monsieur Arsène Néné, que peut faire un député et qu'est-ce que ne peut pas faire un député? Alors, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce que peut faire un député est consacré à l'article 101 de la Constitution. Donc, l'article 101 de la Constitution est un article qui définit le domaine de compétence du député, donc de la loi. L'article 101 dispose par exemple que la loi fixe les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques, les garanties fondamentales accordées aux citoyens, la nationalité, la capacité des personnes, la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés, mise en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution, la détermination des crimes et délits, le statut des magistrats, le statut du corps préfectoral, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, il y en a une foultitude. Et puis l'article 103 vient nous dire les matières autres que celles qui sont fixées ici ressortissent du pouvoir réglementaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la Constitution prend le soin de donner toutes les questions importantes pour lesquelles le député peut légiférer. Et la Constitution dit à l'article 103 que les autres matières qui ne sont pas énumérées là relèvent du domaine réglementaire. En d'autres termes, il est interdit au député d'intervenir en dehors de son champ qui est limité à l'article 101. Nos populations ne savent pas toujours ça. On entend très souvent des députés dire qu'ils sont des agents de développement. Ils vont construire telle route ici, ils vont construire tel bâtiment, telle école par là. Et parfois, les populations, généralement aussi, se laissent flouer par ce type de déclaration. Et après, on ne voit ni route, ni école construite et on est dessus. Alors, sur ça, d'un point de vue, il est clair que pendant les campagnes électorales, il y a une grosse propagande qui est faite. Qu'un député dise aux gens s'il est élu, il va faire des routes, c'est pas son travail directement. Mais en même temps, on peut penser que le député ou les députés peuvent, dans le cadre du vote d'une loi, voter des lois demandant par exemple à l'État de faire un certain nombre d'investissements routiers. En ce moment-là, ils participent indirectement. Mais quand ils disent aux populations de façon ouverte comme ça, c'est à croire que c'est eux qui ont qualité pour exécuter ces choses, ce qui n'est pas du tout juste. Ils peuvent le faire peut-être indirectement par le jeu du vote de la loi. Pareil, quand ils disent aux gens, on va construire des écoles. Ils peuvent aussi voter des lois demandant à l'État de renforcer ou d'équiper davantage nos écoles, nos hôpitaux, etc. Mais il ne leur appartient pas d'exécuter cette décision. Ces choses-là relèvent du pouvoir exécutif. Synthèse et recommandations. Alors, 5e et dernière partie de notre émission, il s'agit de synthèse et recommandations. Dans synthèse et recommandations, qu'est-ce qu'on peut retenir du pouvoir législatif et quelles recommandations vous pourrez faire pour rendre davantage indépendant ce pouvoir législatif? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pays, l'existence du pouvoir législatif est une bonne chose. Parce que le pouvoir exécutif est le représentant du peuple. Mais ce que les députés doivent faire, et comme l'ont souligné nos frères d'Odiéné tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, il faut que les députés apprennent à aller vers les populations, parce que les lois
doivent être le reflet des aspirations, des besoins de nos populations et des réalités. Il faut arrêter aussi de prendre tout de suite ou de domestiquer des lois qui sont votées en Occident. Par exemple, venir du jour au lendemain dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va voter une loi portant sur X domaine, alors que ce domaine n'est pas peut-être en phase avec nos coutumes. Il faut prendre le soin d'entendre les populations avant d'aller voter une loi dont l'application pourrait être sujet à difficulté. Que faire pour que le Parlement soit renforcé? Il faut que les parlementaires apprennent à être une force de proposition de loi. Leur rôle premier, c'est de proposer des lois. Le font-ils suffisamment? Tout à l'heure, on l'a indiqué. Non. Le député, il est clair, on comprend. Il y a certains députés qui n'ont pas forcément la technique juridique qu'il faut, mais ils peuvent se faire entourer. Dans d'autres pays, il existe des assistants parlementaires qui, en général, ont une certaine notion en droit ou en sciences politiques. Peut-être que la Côte d'Ivoire doit réfléchir à cela. Autre chose, les députés doivent, une fois qu'ils sont au Parlement, cesser de se sentir en mission pour leur parti politique. Ils doivent prendre en considération l'intérêt national et non l'intérêt catégoriel de leur formation politique. C'est à ce prix-là qu'ils seront des représentants de la nation, de l'État. Dernière chose, ils ont aussi un rôle de contrôle de l'action publique menée par l'exécutif. Le font-ils suffisamment en Côte d'Ivoire? Je n'en suis pas certain. Il y a parfois des problèmes qui minent le pays. Les députés doivent par exemple faire des enquêtes parlementaires et rendre publiques ces enquêtes-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, de mon point de vue, il y a des événements qui ont miné à un moment donné le pays. Il y a eu des débuts d'enquête parlementaire, mais les conclusions n'ont jamais été portées à la connaissance des populations. Ce sont des choses qui, de mon point de vue, doivent être revues et corrigées. Et les députés doivent aussi expliquer eux-mêmes, pour leur propre bien, aux populations, que le député n'est pas là forcément pour aller distribuer de l'argent aux populations à l'occasion de deuil, à l'occasion de X ou Z choses, parce que ça aussi, et aussi il faut que les populations même le comprennent, ça peut mettre aussi les députés en difficulté. Merci beaucoup Arsène Néné, vous êtes le président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Avec vous, nous allons parler du thème pouvoir législatif et démocratie. Merci de nous avoir accompagnés durant cette demi-heure pour cette émission sur Démocratos. Nous vous souhaitons un très très bon week-end et à très très bientôt. Merci, je vous en souhaite autant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous ont présenté Démocratos, une émission ouverte sur la démocratie. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.